Manu et Menachem, ils représentent vraiment un couple éducatif et aussi spirituel très important. Je le vis vraiment comme une seconde naissance. Enfin, vraiment, j'y suis pas encore, j'ai pas encore terminé, mais c'est comme une seconde naissance. Il y a eu le 7 octobre. Et là, je me suis pris la claque de ma vie. Bon, j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai ressenti quelque chose vraiment dans ma chair, en fait. Et là, je me suis dit, OK, il faut un alignement entre ce que tu ressens de qui tu es, de ta spiritualité, de ton âme, et le côté statut religieux et reconnaissance du reste du monde, en fait. Les gens qui arrivent chez nous, c'est après des années de processus. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire de processus intérieur. Je ne parle pas de processus de conversion, mais de processus intérieur, on pourrait dire de réidentification. Souvent avec beaucoup de blessures. D'abord, ils arrivent, ils doivent d'abord recevoir leur carte d'identité. Ça m'émeut tout le temps. Et d'abord, on leur donne la carte d'identité, qu'ils sont israéliens, qu'ils appartiennent au peuple et que du coup, c'est leur place ici. Comme chaque année, Shavuot est l'occasion de parler de conversion, évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons donner la parole à, bien sûr, l'Ulpan de conversion, menée par le Rav Menachem Ackerman et Manu Ackerman, sa femme ici présente. Bonjour. Bonjour Cathy. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec deux jeunes femmes qui sont en train de se convertir avec vous. Salomé Lelouch, bonjour Salomé. Bonjour. Et Aurélie Morel, bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue et merci de témoigner de votre aventure, parce qu'on peut dire que c'est une aventure, franchement. Oui. Alors, évidemment, on va commencer peut-être par un petit mot, parce que c'est vrai que c'est l'occasion, Shavuot, de parler de la plus grande des converties, c'est Ruth. Juste avant de parler de leur parcours personnel, est-ce qu'on pourra avoir un petit mot du rabbin ? C'est comme ça qu'on dit. C'est une question très intéressante de savoir le rapport entre Ruth et Shavuot. Bien entendu, c'est la grand-mère de David Amelech, l'arrière-grand-mère. Et David Amelech est mort à Shavuot, est né à Shavuot, donc c'est ce qu'on appelle ça Askara, son Yahrzeit. Et c'est la raison qu'on donne en général, mais si on réfléchit, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus profondes. Alors, je vais donner 3 petites idées dessus, du lien entre Ruth, donc la Megillat Ruth et Shavuot. Le premier, c'est que le peuple juif lui-même a passé un processus on appelle ça conversion, c'est-à-dire de recevoir la Torah le jour de Shavuot, c'est ça qu'on reçoit. Et donc on était convertis, et d'ailleurs dans la référence de tous les actes du passage de la conversion se trouve en fait dans le Matan Torah, comme par exemple l'acceptation de mitzvot du peuple juif, c'est le Na'aseh V'nishma, nous allons comprendre, et c'est le moment où le peuple juif était devant le Beit Din de Moshe Rabbeinu et de Akadosh Baruch Hu, et de Dieu, et qui a dit on accepte les mitzvot sur nous, comme le fait n'importe quel converti le jour où il se trouve devant le Beit Din, le tribunal, pour se convertir. Donc il y a un rapport évident entre ce que le peuple juif vit à Shavuot et la conversion, et c'est une des premières raisons. La deuxième raison, et qui est tout à fait différente, c'est que juste avant de recevoir la Torah, Dieu nous dit « Vatem tiuli mamlechet kohanim v'goy kadosh » vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Et Manitou explique toujours que mamlechet kohanim, un Kohen, s'il n'a pas de ouaille, c'est pas un Kohen. C'est-à-dire, s'il veut faire la bénédiction des Kohanim, il faut qu'il y ait des Juifs en face pour recevoir. Et si tout le peuple juif devient celui qui donne la bracha, il faut que le monde entier puisse recevoir cette bracha. Et pour pouvoir l'affirmer de manière forte, il faut dire que à partir du moment où le peuple juif reçoit sa Torah, on ne devient pas fermé sur nous-mêmes. On est, en fait, le converti, c'est celui qui va être le lien entre nous et toutes les nations. La preuve, c'est qu'il y a un mouvement, en tout cas, vers l'intérieur, il y a aussi le mouvement d'éclairage vers l'extérieur, mais le mouvement de ceux qui peuvent revenir et qui sont les bienvenus. Et ça, c'est une question extraordinaire. Le peuple juif reçoit la Torah, on te dit tout de suite, welcome à Ruth, welcome à Yitro, parashat Yitro, et qui a d'ailleurs presque les mêmes lettres que Ruth, et c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, c'est que Ruth, il y a marqué dans la Megillat Ruth Ashava Misde Moav. Et il n'y a pas marqué que Ruth qui émigre du champ de Moav pour venir, mais qui revient. Et les Chachamim, ils ont vu ce mot-là, Shava, parce qu'ils ont compris qu'en fait, au niveau des Neshamot, la Neshama des Guérim, c'est des Neshamot qui, en fait, se promènent dans le monde, mais qui, profondément, savent que c'est des Neshamot juifs qui sont perdus et qui reviennent. Qui sont perdus avec... Qui sont perdus, ça c'est les secrets de comment est-ce que Dieu dirige son monde au niveau des Neshamot, où est-ce qu'il met ses Neshamot.
Mais ces Neshamot qui peuvent être perdues depuis 2000 ans, elles sont à la recherche, et puis il y a un moment où l'étincelle s'allume, où le moment est venu pour qu'ils reviennent. Et ça, c'est ce qu'on nous raconte avec cette histoire magnifique de Ruth qui dit là où tu iras, j'irai, etc., jusqu'à l'éternité. Bien sûr. Ouais. Et à ce moment-là, je crois que pour nous qui sommes juifs, nés juifs, il y a aussi un enseignement très fort. C'est-à-dire, si on lit la Megillat Ruth, on doit aussi se dire que si ces gens qui font ce chemin incroyable pour revenir avec tout l'effort, alors nous aussi on peut faire teshuva. C'est-à-dire que nous aussi on peut se rapprocher. Et je voudrais d'ailleurs comparer, quand on lit ça, 2 versets. Le premier, c'est le verset que dit Ruth à Naomi. Elle dit « El asher telchi elech » Là où tu iras, j'irai, comme dans la chanson. C'est-à-dire, comme dans la chanson. Ouais, mais je ne sais pas si le chanteur il y a pensé, il a étudié le Megillat Ruth, mais en tout cas, je ne sais pas s'il a fait cette route-là, mais en tout cas, là où tu iras, j'irai, ça nous rappelle le passage que Dieu dit à Abraham, lech lecha. C'est-à-dire que si on voit qu'un non-juif est capable de dire, là où tu iras, j'irai, c'est-à-dire je suis prêt à faire cette route, à faire ce chemin. Alors c'est un appel aussi à tous les juifs de dire lech lecha, d'entendre la voix de Dieu qui lui dit retourne à la maison, reviens en Israël, retourne à la Torah. Une très belle introduction. Alors évidemment, la première question, c'est pour toi Aurélie. Est-ce que toi aussi tu te sentais une âme perdue ? Oui. Depuis toute petite, en fait, je sentais que j'étais pas à ma place. Je pensais même être adoptée. Voilà, c'était une question que j'avais fréquemment dans ma famille, petite. Alors, toi, tu es issue d'un couple qui n'est pas juif du tout. Qui n'est pas juif, avec beaucoup quand même de questionnements. J'ai un papa circoncis, avec quand même une famille d'origine corse, donc il y a sûrement quelque chose. Mais j'ai choisi de ne pas aller creuser, et plutôt de m'engager véritablement et de ne pas remuer en fait cette famille-là, et plutôt moi revenir sur ma terre et m'engager finalement et retrouver ma véritable identité. Toi aussi, tu te sentais comme ça une âme un peu en errance ou pas aussi fort que ça ? Non, moi pas en errance parce que j'ai reçu cet héritage depuis que je suis née. J'ai grandi au sein du peuple juif, dans une communauté à Nice, etc. Donc j'ai toujours connu ça, et moi c'est un peu à l'inverse en fait. C'est un jour j'ai appris que j'étais pas juive en fait. Je savais pas vraiment, parce que je savais pas que c'était forcément par la maman que ça se transmettait, et donc... T'avais quel âge ? Je pense que c'était aux alentours de 8-9 ans, quand on commence un peu à l'école, à savoir un peu, à se poser des questions sur soi-même, quoi. Et là, en fait, c'était un peu flou, du coup, pour moi, plus de me dire, ok, alors moi, je ressens quelque chose à l'intérieur, mais en fait, les autres me voient différemment. Il me manque un peu une sorte de validation, en fait. Parce qu'en fait, tu te sentais juive, mais, ouais, voilà. Mais à la Chekma, je m'étais jamais même posé la question, en fait, juste. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est devenu compliqué après, oui. C'est sûr. Alors, quand on est, Aurélie, comme toi, on n'est pas du tout issu du peuple juif, on n'a pas de famille juive, on ne connaît rien au judaïsme. Comment on arrive à faire cette démarche ? Mais naturellement, déjà, j'ai interconnecté avec des juifs très jeunes quand je suis arrivée au collège. Donc, je suis rentrée en fait complètement dans ces familles-là. J'ai été invitée. J'ai eu donc ma première histoire d'amour. Donc, c'est un juif marocain. Et c'était simple et fluide. Et là, quand justement j'ai annoncé à la famille de ce premier amour que je faisais tout ce processus et que je me convertissais en Israël, mais le papa de mon ex-copain, il a dit mais elle est juive, Aurélie, on l'a toujours vue comme une juive. Donc c'était plutôt, moi j'avais c'était différent parce que j'étais pas du tout dans cette ambiance-là, mais quand j'étais immergée dans des familles, et ça se faisait très naturellement, c'était comme si je connaissais. Alors, entre quand même le fantasme d'appartenir à un peuple, à une nation, avec toute son histoire, etc., et le fait de vraiment se convertir, parce que c'est quand même impliquant, il y a des actes, il y a prendre les mitzvot sur soi, c'est pas évident. Comment on arrive à faire ce pas-là ? Mais justement, grâce à Manou et Menachem, qui ont une façon de nous faire passer... moi, j'ai pas eu d'expérience rabbinique donc avant.
mais en fait, il nous donne le goût. Et encore une fois, comme moi, j'ai la sensation que je connais ça, même si je le redécouvre, c'est simple et c'est fluide, et puis c'est très bien amené. Moi, vraiment, Manou et Ménarem, ils représentent vraiment un couple éducatif et aussi spirituel très important. Je le vis vraiment comme une seconde naissance. Enfin, j'ai pas encore terminé, mais c'est comme une seconde naissance. Et c'est des parents symboliques, référents. Et en fait, aussi d'avoir cette proximité avec eux, ben, ça permet de se refamiliariser encore avec quelque chose que, bon, même si c'est un peu illuminé, mais moi j'ai la sensation de l'avoir déjà connu et qui sait, peut-être que je suis un guilgoul, peut-être. Mais c'est ce qu'il avait l'air de dire en introduction, donc on imagine. Alors toi, évidemment, Salomé, c'est plus compliqué parce que quand on a un papa juif, etc., qu'on se sent juif depuis sa naissance, c'est dur de se dire, bah non, finalement, je suis pas. À quel moment c'est arrivé pour toi? En fait, j'y ai toujours pensé, du moment où j'ai compris que voilà, j'étais pas juive en fait. Même on sent que ça t'énerve. Ouais, j'ai du mal à dire parce qu'en fait, pour moi, c'est pas vraiment ça. Mais bon, anarchiquement, disons. J'ai toujours su que voilà, il allait falloir faire quelque chose. J'ai d'abord pensé à le faire de façon plus conventionnelle là où j'habitais, là où j'ai grandi. Ça s'est pas forcément concrétisé parce que voilà, c'était pas ce qui me correspondait. Et ensuite, les études, la vie. T'as abandonné l'idée? J'ai mis ça de côté. Je savais qu'il y a un moment donné où ça me reviendrait un peu en pleine figure, mais j'ai mis ça de côté. J'ai voulu faire mes études dont j'avais toujours rêvé. J'ai suivi autre chose, en fait. Mais vraiment, littéralement, même Israël, j'y allais tous les ans, 2 fois par an, et même Israël, j'ai un peu... j'y allais moins. Pourquoi? Tu avais l'impression que c'était pas pour toi, que c'était... Ouais, j'avais pas vraiment le droit, quoi, en fait. Bah, non, c'était plus... Pour l'instant, c'est un problème que je veux pas gérer, Okay. Il fallait que je processe un peu tout ça. Et en fait, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu une situation aussi professionnelle et personnelle qui a fait que j'ai plus pu réfléchir à ça. Et là, j'ai décidé de passer, de sauter le pas. Il y a eu un élément déclencheur quand même. Ouais, alors après, il y a eu le 7 octobre. Et là, je me suis pris la claque de ma vie. Bon, j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai ressenti quelque chose vraiment dans ma chair, en fait. Et là, je me suis dit, ok, en fait, là, on peut plus nier l'évidence. Il faut un alignement entre ce que tu ressens de qui tu es, de ta spiritualité, de ton âme, et le côté statut religieux et reconnaissance du reste du monde, en fait. Donc je me suis dit... j'ai ressenti le besoin d'aller en Israël. C'était déjà autre chose. Et en fait, je me suis dit... le fait de combiner les deux, quand j'ai entendu parler de cette oupan avec Menachem et Manou, je me suis dit, oui, c'est évident, en fait. C'est exactement ce qu'il me faut. Et symboliquement, c'était ce qui me correspondait. Voilà, tu penses à l'avenir aussi, j'imagine, en faisant ça. Oui, bien sûr. Après, c'est encore une autre question. Mais même sans forcément parler de l'avenir en Israël et c'était se convertir en Israël. Pour moi, c'était tout réaligner et tout. Et puis en fait, c'est beaucoup plus évident ici. Enfin, je veux dire, on est ensemble, et dans cette période difficile pour tous les juifs de la diaspora, moi je me sens complètement à ma place ici aujourd'hui, quoi. Donc, comment tu as trouvé, toi aussi, Aurélie, quand vous avez trouvé le thème de conversion? Du coup, pour pas faire de pub par Kalita, et tous les contacts, j'ai plusieurs contacts un peu différents, mais dans la communauté francophone en Israël. Donc ils sont quand même... du coup, c'est le seul ulpan francophone, donc on m'a tout de suite parlé d'eux.
Voilà, et ensuite, premier contact avec Menachem m'a définitivement convaincue. Comment c'est justement? C'est dur de choisir les gens qui vous appellent, parce que j'imagine qu'il y en a plein, quoi. Et c'est pas que 3 ou 4 personnes. Il faut les choisir, il faut accepter. C'est une responsabilité quand même. C'est une responsabilité et c'est aussi un encouragement. C'est-à-dire que souvent, les gens, on n'arrive pas... Ceux qui se réveillent aujourd'hui, je ne les accepte pas, quoi. Tu vois, celui qui a Dieu lui a parlé, donc il m'appelle. Ça ne marche pas. Les gens qui arrivent chez nous, c'est après des années de processus. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire de processus intérieur. Je ne parle pas de processus de conversion, mais de processus intérieur, on pourrait dire de réidentification. Pour chacun ou d'identification. Et souvent avec beaucoup de blessures, de blessures, d'échecs. Ou, par exemple, comme je pense... dans le cas de Salomé, du sentiment de se sentir juive et de se sentir pas acceptée, ou bien regarder, il me regarde comme ça, je suis dans la synagogue, mais elle n'est pas juive, celle-là, donc, etc. Et de donner le plus possible, à partir du moment où je sens que les gens sont sincères, de leur donner le plus possible de confiance en eux et de confiance dans la possibilité de réussir ce qu'ils veulent réussir, c'est-à-dire de rentrer dans le peuple juif. Donc il y a toujours la première phase dans la discussion, c'est quand même d'écouter si les gens sont... Parce que tu peux justement avoir des gens qui sont... ça ne leur correspond pas, ou on leur correspond et ils ne nous correspondent pas. À partir du moment où tu sens que ça correspond, c'est de leur donner l'espoir de voir qu'ils sont capables d'arriver jusqu'à bon port. Alors, le fait que ce soit un ulpan de conversion en Zoom, j'imagine que ça doit faire bizarre pour les gens. Les gens ils ont un peu de mal à comprendre. Il y a quand même un moment où il faut être présent, il faut être là, n'est-ce pas? Oui. Aurélie. Oui, il y a des présentiels qui sont organisés. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet aussi de recréer à travers les présentiels, justement, toute la famille, en fait aussi toute cette valeur de communauté. C'est quoi? C'est des fêtes? Alors, ça peut être des Shabbatot, des fêtes. Manu et Menachem sont très généreux, donc ils nous invitent. Moi, je sais que dès que je suis arrivée en Israël, à chaque fois, ils me demandaient si je voulais venir à Shabbat, tout ça. Après, avec le groupe, il y a des événements qui sont plus organisés. Mais l'idée, c'est surtout de recréer la communauté. Et après, dans le cas des Zooms, c'est vrai que déjà, on a 8 heures par semaine. Donc, quand même, on se voit. Hein. C'est assez intense. Et ça permet aussi de créer des liens. Enfin, il y a des liens maintenant, par Zoom, par WhatsApp, qui se font, mais... on se retrouve. Et même certains qui ne sont pas encore arrivés, qui sont à Paris, ils organisent quand même des soirées, ils se voient. C'est important de partager cette expérience-là avec des gens qui vivent la même chose que vous, quoi, en fait. Alors, moi, c'est un peu différent parce que je suis à Tel Aviv, pardon. Donc, on voit un peu moins Menachem et Manu, malheureusement. Mais justement, oui, on a un cours en présentiel qui est tous les mois. Donc, ça permet de tous se retrouver et effectivement, de créer du lien même avec ceux qui sont pas qui sont par exemple que de passage chez eux. Et oui, c'est important de se retrouver, même si on a tous des histoires très différentes, des parcours très très différents. On se rejoint sur une chose, c'est que on sait où on va en fait. On a un objectif commun, même si le parcours va pas être le même. On ressent la même chose et puis c'est bien quand moi je suis arrivée en janvier quand il y en a des nouvelles qui arrivent à Tel Aviv et qui sont perdues et qui ont besoin d'aide, on crée un vrai lien amical assez fort. Alors, est-ce que c'est toujours la même émotion, Manu? Eh bien, c'est toujours la même émotion et je dois dire même qu'elle est plus forte avec le temps. Parce qu'on est de plus en plus éblouis. Actuellement aussi avec la guerre, c'est-à-dire déjà l'année dernière, et maintenant je me dis chaque fois, mais ils vont pas venir, c'est pas possible. Et on nous déteste tellement. On nous déteste tellement, c'est pas possible qu'ils vont venir. Et justement, je dis toujours, c'est l'inverse de ce qu'on entend aux nouvelles, quoi. C'est-à-dire que, comme a dit tout à l'heure Aurélie, c'est pas forcément des gens qui sont illuminés, c'est des gens qui... hier, je leur ai enseigné la Megillat Ruth, justement. Et c'est vraiment... elle dit d'abord « Amech ami ve'elokai chelokai ». D'abord, revenir vers... c'est ton peuple qui est mon peuple, quoi.
Et ensuite, ton Dieu est mon Dieu. Et je le vois chez eux tout le temps. Comme je dis chaque fois, je leur dis, mais bon, en gros, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Et je vois comme elles le décrivent. C'est-à-dire, elles recherchent pas des choses, des illuminations et tout. Elles veulent vraiment rejoindre un peuple. Et pour rejoindre le peuple, il faut être sur sa terre. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas combien de temps ça dure, pour les questions un peu techniques, pratiques, voilà, au bout de combien de temps on est converti si ça se passe bien? Alors voilà, ici on a 2 cas un peu différents. Aurélie justement qui n'a pas d'origine juive et Salomé qui en a. Alors pour ceux qui ont un père juif, c'est vraiment c'est un parcours, je dirais, assez simple et assez rapide. Comme je dis toujours, dans tous les pays, pour recevoir la nationalité, il faut entre 5 et 10 ans. Et ici, c'est le contraire. J'ai dit aussi, c'est comme c'est marqué chez Ruth, Amer Hami Velokai Relokai. D'abord, ils doivent d'abord recevoir leur carte d'identité. Moi, c'est un truc qui chaque fois, ça m'émeut tout le temps. Et d'abord, on leur donne la carte d'identité, qu'ils sont israéliens, qu'ils appartiennent au peuple et que du coup, c'est leur place ici. Et après, Elokai, ils arrivent au Beddin. Alors, en général, moi, je suis responsable des rendez-vous au Beddin et il y a 3 rendez-vous dans l'année. Le premier, c'est pour ouvrir un dossier. Tous les gens qui sont d'origine juive, à moins d'un problème particulier, ils reçoivent leur carte d'identité et on leur ouvre leur dossier. Deuxième rendez-vous quelques mois plus tard où en fait on vérifie un peu leur progression. Et troisième rendez-vous, c'est-à-dire sur 1 an, même pas des fois, Bezrat Hashem, ils sont convertis. Bezrat Hashem, là au mois de juillet, on a rendez-vous déjà pour 10 personnes. Ceux qui n'ont pas d'origine juive, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Ça vous stresse de savoir que vous allez passer devant le Beddin, que vous allez enfin être... Enfin, moi, je languis. Ouais. Non, j'ai envie d'y être déjà. Oui. Non. Parce que plus le temps avance et justement, et quand on a pris certaines décisions et qu'on justement s'est engagé et qu'on est là, on a envie d'être totalement là aussi, sur tous les plans. Donc... Alors, 8 heures de Zoom par semaine, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous apprenez qui vous a, on va dire, surpris, qui vous a touché et qui vous a confirmé un peu dans votre démarche? Déjà, c'est hyper complet comme apprentissage. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais grandi en faisant les fêtes, en faisant le Shabbat, etc. Mais que parfois, il me manquait un peu du sens. Que j'avais pas forcément eu les réponses à mes questions et en fait dans les cours de Emouna, dans les cours de Halakha, on a avec Shmuel aussi, le Rav Belisha, on a vraiment des explications pour tout en fait, pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on ressent, pour tout ce qu'on vit dans le judaïsme. C'est plus ce côté très complet et très... Le sens, ça a donné du sens à tes actions, voilà, en fait, c'est ça? C'est ça, oui. Donc ça, c'est chouette. Ah oui, et je suis très contente. On peut poser toutes les questions qu'on veut, même les plus folles. Ah oui, il n'y a pas de jugement. Et ce que je disais avant, c'est que c'est hyper accueillant, en fait. On se sent vraiment... Moi, j'ai toujours un peu eu du mal avec... du mal. Je me suis jamais trop sentie à ma place au milieu des gens très religieux ou comme ça. Et là, en fait, on a un rabbin et sa femme, et pour autant, on peut leur demander tout ce on peut leur poser les questions les plus basiques, quoi. Et ça passe, et ça se passe très bien, quoi. On a les réponses qu'il nous faut. Puis il y a un super service en dehors des cours, parce que là, il y a les 8 heures formelles, mais après, il y a tout l'informel. Donc, en plus, c'est des êtres qui sont tout le temps, tout le temps disponibles. 24-24. 24-24, qui nous accompagnent. C'est pas le jour d'un coup du Beddin, ils nous amènent au rendez-vous. Il y a tout un accompagnement. Il n'y a pas des crises parfois, des trucs, non, c'est trop, j'y arriverai pas, j'en ai marre. C'est trop compliqué de faire toutes ces mitzvot. D'abord, il faut savoir rien. Ouais, non, il n'y a pas des grosses crises comme ça. Non, okay. De façon générale, il n'y a pas des grosses crises comme ça. Quand je dis de façon générale, il y a eu une fois quelqu'un, mais qui était très loin, et d'ailleurs, on ne voulait pas tellement garder cette personne. Mais de façon générale, justement, ils en veulent énormément. 8 heures par semaine, c'est énormément, et c'est énormément de connaissances, quoi. C'est énorme. On ne se rend pas compte quand on a grandi là-dedans.
tout ce qu'ils doivent apprendre, retenir. Bon, ils sont pas obligés de savoir tout par cœur, mais c'est énorme, justement, comme ils apprennent l'hébreu, ils doivent savoir la prière aussi, j'imagine. Oui, alors la tfila, c'est beaucoup. D'accord, mais ils le veulent, quoi. Ils le veulent, et à la fin, toujours, c'est incroyable en quelques mois ce qu'ils ont bossé et tout ce qu'ils savent, et ce qu'ils savent, comme elle disait Salomé, c'est pas juste savoir par cœur. Je dois dire que quand on les amène au Beddin, je le dis quand même, parce que souvent on se dit les dayanim et tout. D'abord, je veux dire que les dayanim sont très très empathiques, et contrairement à ce qu'on croit toujours qu'ils veulent pas convertir, je trouve que c'est incroyable. Ils sont très très positifs, ils veulent les convertir, et je dois dire qu'ils sont toujours très impressionnés par les Français, ou je dirais même les Françaises, parce que il y a beaucoup de filles, et chaque fois, en plus, ils demandent qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et quand je leur dis, j'arrive même pas des fois à traduire tous ces nouveaux métiers que je ne connais pas. Vétérinaire, c'est facile, mais il y a d'autres métiers dans les commerciaux et tout que je connais pas. Ils me disent quoi et pourquoi elles viennent se convertir. Donc c'est une population vraiment particulière, de bon niveau. Enfin voilà quoi. Comment vous voyez, une fois que ce sera fait, on va dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous comptez rester ici? Moi, je voudrais justement rebondir sur ce qu'elle a dit Manou, parce que voilà, la conversion, elle est bien sûr qu'elle est au niveau de notre esprit, mais c'est aussi une conversion sociale. Quand on dit ça, c'est-à-dire que même si on avait développé une profession, enfin, on était engagé, c'est aussi ce pas aussi là d'être de tout changer, de tout convertir. C'est une véritable conversion. Pour moi, de toute façon, déjà, c'est de vivre là. La question ne se pose pas. Les choses se mettent pas mal en place. Et bien sûr, me marier. C'est donc mon mariage en premier, avec ma Neshama, ma véritable Neshama. Et puis, c'est de me marier. Et puis après, me proposer aussi dans des actions aussi en Israël pour travailler et pour servir. Ok. Ouais. Et toi, Salomé? Oui, moi, c'est plus au niveau du travail que ça va dépendre de ça, en fait. Mais oui, j'aimerais rester ici. Après, je verrai. En fait, je traite les choses les unes après les autres. Pas de stress inutile. Non, j'avoue que c'est quelque chose qui a été tellement important pour moi, et enfin voilà, ça a été intense quand même. C'est ce qu'on a dit avant. C'est intense d'apprendre l'hébreu, c'est intense d'avoir 8 heures de cours de judaïsme par semaine quand on n'en a jamais eu. Donc voilà, après je deviendrai vétérinaire en Israël, j'espère. On te le souhaite. En tout cas, voilà, bravo pour le travail. C'est vrai que on aime vous mettre à l'honneur chaque année, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont aussi besoin de trouver une main tendue pour rejoindre le peuple d'Israël. C'est quand même quelque chose de très particulier. On le sait qu'on doit une certaine référence aux convertis. On n'a même pas le droit de dire qu'ils sont convertis. On doit les accepter, sans aucune référence, et c'est vraiment très beau. On vous souhaite de faire partie du peuple juif très bientôt. Merci, Toda. Voilà. Be'atzlacha, et continuez votre travail. Merci, Cathy. Voilà. Merci, Cathy. On donnera bien sûr tous les coordonnées de l'Ulpan de conversion sous le petit texte qui accompagne la vidéo. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt. Et Chag Sameach. Chag Sameach.